Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mardi 14 janvier, il est l'heure de l'info. Un ralentisseur sujet à discorde à Outrepont, un habitant de la commune a intenté un procès contre la mairie pour le démolir, vous le verrez. La ferme aux escargots de Valérie avait été détruite lors des inondations de juillet, elle tente aujourd'hui avec des bénévoles de reconstruire son activité. En fin de journal, nous recevrons Thierry Chanteloup, le directeur des PEP 55, une association qui aide les personnes handicapées. Mais tout d'abord, ce matin, un incendie s'est déclaré rue des Violettes à Beurré-sur-Saulx, dans la Meuse. Le sinistre a détruit un garage et endommagé légèrement une maison attenante. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu avant midi. Aucune victime n'est à déplorer, mais les pertes matérielles sont importantes, notamment des effets personnels de valeur et un piano. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de l'incendie. Un article plus complet est à retrouver sur notre site internet puissancetélévision.fr. Direction la Marne à présent et Outrepont, où un conflit concernant un ralentisseur oppose un habitant de la commune et la mairie. Installé devant sa maison, le ralentisseur provoque de nombreuses nuisances. Il a intenté une action en justice. Nous sommes allés à sa rencontre. Regardez. Et on n'entend plus après, hein. On n'entend plus les fourches secouées. C'est quand il passe là-dessus, hein. Michel est en procès avec la mairie de sa commune d'Outrepont depuis 2019. La raison ? Ce ralentisseur installé devant chez lui. Il lui provoque des vibrations, des nuisances sonores, mais pas que. Quand je suis dans mon bureau au téléphone, il y a des moments, je dis attendez, on va laisser passer et puis je continue mon appel, je continue ma conversation. Ces problèmes-là, je les ai découverts au fil du temps. Et on ne les découvre pas en 15 jours, on les découvre au fil du temps en disant ça va peut-être pas devenir énorme. Et on ne s'habitue pas au bruit. Enfin, moi, j'arrive pas à m'habituer. Ça a été le premier souci, surtout avec les camions de terre qui passaient avec des camions et des bennes, je dirais, à l'âme, ou alors ça faisait dès 4h du matin, 4h30 du matin, ça faisait un bazar, quoi. Donc puis c'était même insupportable parce que j'avais l'impression que le camion rentrait dans la maison, quoi. En faisant expertiser ma maison, on me l'a dit carrément, on me dit oh voilà, vous avez un dodane devant chez vous, ça n'arrange rien. Alors j'ai fait évaluer la maison à un certain prix et puis elle m'a dit bon il y a entre 15 et 20% de moins. Malgré une tentative de l'ancien maire de modifier le trajet de circulation pour les camions, les nuisances ont perduré. Michel dénonce l'illégalité de ce ralentisseur. D'après un huissier de justice, il serait plus long et plus haut que la norme de juin 1994. Mais selon son avocat, les nuisances prévalent. Et sur cette route, on a beaucoup de passages de camions et d'engins agricoles. Donc on a une particularité de la route qui fait qu'il y a des nuisances sonores très importantes. Et ça peut être une cause de démolition ou d'indemnisation du préjudice, même si le ralentisseur semble faire la taille adéquate. Et dans le cas du dossier en question, le juge a estimé que le préjudice n'était pas suffisamment prouvé, alors que nous avions un procès-verbal de constat d'huissier et plusieurs attestations de témoins. Donc on nous a dit que ce n'est pas suffisant. Donc on a ajouté des nouvelles preuves devant la cour administrative, puisque là, on est en appel. En attente du procès en appel, son avocat espère pouvoir s'appuyer sur une décision de la cour administrative d'appel de Marseille. Rendue en avril 2024, elle devrait obliger les collectivités locales à respecter les restrictions d'implantation obligatoires des ralentisseurs. Auparavant, quand il n'y avait pas le dodane, on ne se plaignait pas du tout, je dirais, des nuisances. Il y avait les camions qui roulaient, les bennes qui passaient, etc. Donc c'est tout, ça passait, c'était l'activité, quoi. Et finalement, c'est un dodane qui n'aurait jamais dû être construit là. C'est par défaut qu'il était installé là. Il aurait dû être installé à l'entrée du village, parce qu'il y avait des gens qui se plaignaient là-bas. La procédure a été clôturée en octobre dernier. Michel et son avocat devraient donc de nouveau se rendre au tribunal au cours de cette année 2025. Rencontré, le maire d'Outrepont a refusé de s'exprimer sur le sujet. Politique à présent, François Bayrou a prononcé sa déclaration de politique générale ce mardi devant l'Assemblée nationale. Voici ce qu'il faut retenir de son discours.
Le chef du gouvernement a évoqué la situation budgétaire du pays, affirmant que la dette est une épée de Damoclès au-dessus de notre pays et de notre modèle social. Concernant le budget, François Bayrou a déclaré viser un déficit public à 5,4% du PIB pour cette année 2025. Il a également chargé les partenaires sociaux de trouver un accord dans les prochains mois pour une réforme des retraites socialement plus juste mais équilibrée. Enfin, le Premier ministre réfléchit à un autre mode de scrutin pour les députés. Il a aussi évoqué la crise des agriculteurs. En Haute-Marne, justement, une agricultrice et plus précisément une hélicicultrice, propriétaire d'une ferme à escargots, Valérie Rabé, a vu tout son travail s'écrouler lors des inondations de juillet dernier. 5 mois plus tard, la Confédération paysanne a lancé un projet solidaire pour lui venir en aide et lui permettre de reconstruire son activité. Une quarantaine de bénévoles étaient présents sur place. Les détails avec Célia Richard. J'ai trouvé un essai. Il y a 5 mois, elle perdait tout. Son jardin, sa maison, mais surtout sa ferme aux escargots. Les inondations survenues en juillet 2024 ont emporté ses 40 000 gastéropodes et détruit ses installations. Et malgré des températures négatives et du givre, la Confédération paysanne et une quarantaine de bénévoles ont bravé la météo pour venir en aide à Valérie. Le maître mot de la journée, ce serait quand même minutie et délicatesse. Mobilisés sur 2 jours, les bénévoles se sont attelés à déblayer le jardin des escargots. Valérie a vraiment besoin d'un coup de main pour déblayer tous les dégâts qu'elle a subis et pouvoir remettre en place des nouvelles installations et rattaquer son activité dès le printemps. Il y a quand même dans nos campagnes un vrai reste de solidarité. Il y a même une vraie envie de voir les campagnes bouger, de voir des paysans de tous les sens, d'avoir des projets qui ont du sens surtout, et qui emmène le monde dans le bon sens et pas l'inverse. Une opération qui signifie beaucoup pour Valérie, qui a vu l'œuvre de sa vie se noyer. Honnêtement, j'aurais jamais lancé quelque chose comme ça. Je suis effarée un peu de l'ampleur que ça prend et de l'énergie que tout le monde y met. On croit qu'on fait quelque chose tranquille dans son coin pendant 20 ans, puis finalement, il arrive quelque chose comme ça. Et on devient visible et c'est touchant, impressionnant. Je ne sais pas quelle est la vraie motivation des gens finalement et ça m'échappe un peu. Je n'arrive pas à me résoudre que cet orage ait sonné la fin. Au bout de 20 ans, mes clients, comme moi, on mérite une autre sortie, de se dire au revoir autrement. Installée depuis 20 ans à Meure, en Haute-Marne, la sexagénaire commence doucement à réfléchir à l'avenir. Elle ne sait pas si elle pourra relancer son exploitation comme avant, mais espère pouvoir rouvrir la ferme pédagogique d'ici le printemps. Nous recevons ce soir Thierry Chanteloup. Vous êtes le directeur de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse, les PEP 55. Bonsoir Thierry. Bonsoir Paul. Première question toute simple, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les PEP 55 ? Oui, c'est une association qui a été créée en 1916 en Meuse, suite à la Première Guerre mondiale, pour les enfants orphelins dont les parents étaient morts. Et voilà. Depuis, cette association a bien évolué, ça fait plus de 100 ans aujourd'hui qu'elle existe. Oui, tout à fait, avec un développement particulier en Meuse pour les personnes sourdes dans les années 70, avec la création d'un institut d'éducation sensorielle, et puis ensuite un CESAD, puisque notre association œuvre avec des services à domicile, donc on intervient là où vivent les personnes. Et donc aujourd'hui, vous avez élargi un petit peu votre champ d'action. Vous accompagnez principalement des personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Reconnu par la MDPH, avec une majorité d'enfants atteints de troubles 10. On a 10% d'enfants sourds, mais qui sont la plupart oralisants, avec des implants cochléaires ou des appareils. Est-ce que vous expliquez ce que sont les troubles 10 ? Ce que vous mettez derrière cette appellation? Oui, c'est un ensemble de troubles neurodéveloppementaux qui ont pour conséquence d'atteindre tout ce qui est fonction langagière, donc la compréhension, l'expression, mais aussi l'attention, la concentration. Voilà. Il y a eu un fort développement de ces troubles 10 lors des dernières années? Alors, fort développement, non, mais diagnostic, oui. En tout cas, à partir des années 2000, ils sont beaucoup mieux diagnostiqués, notamment dyslexie, dysorthographie et dysphasie, c'est-à-dire le trouble du langage oral. Vous expliquiez qu'il y avait un meilleur diagnostic de ces troubles 10. À quoi sont-ils dus? Est-ce que c'est un problème de l'environnement? Alors les neurosciences ont beaucoup évolué et on sait mieux diagnostiquer et connaître ces troubles-là. Et donc les centres référents en France ont formé de plus en plus de professionnels pour diagnostiquer ces troubles 10. Et c'est dû aux écrans peut-être, les troubles 10? Alors d'abord un facteur génétique important.
Et puis effectivement, on constate de plus en plus que les écrans génèrent des problèmes de non-installation du langage oral chez le jeune enfant. C'est un fléau contre lequel vous luttez, vous? Oui, tout à fait. Alors c'est difficile, il faut faire de la prévention, mais on a des parents qui n'ont pas conscience que mettre un enfant avant 3 ans devant les écrans, c'est mettre un enfant dont le cerveau est en pleine spécialisation du langage, et c'est l'empêcher en fait de se spécialiser. Le cerveau n'est pas équipé pour traiter les informations qu'il voit. Et donc comment on accompagne un enfant de 3-4 ans sur des troubles 10? Alors quand le diagnostic est posé, effectivement, il y a un retard massif, et à ce moment-là, c'est des rééducations intensives, notamment par de l'orthophonie, mais aussi des suivis psychologiques, éducatifs au niveau de la famille. Pluridisciplinaire. Vous accompagnez donc des enfants, mais aussi des enfants un peu plus âgés, on va dire, des adolescents, notamment avec l'initiative Ado10, pour laquelle vous avez été primé. Oui, tout à fait, par la revue Direction en 2023. C'est une initiative innovante, portée, financée et soutenue par l'ARS, donc c'est bien de le souligner. Et c'est à destination des collégiens et des lycéens qui sont la plupart dyslexiques, dysorthographiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas lire ni produire des écrits, ils ont des dysgraphies. Et pour les aider, pour compenser, puisqu'ils sont tout à fait intelligents, avec des logiciels et des ordinateurs, de manière intensive, pendant 4 semaines, on va les aider à apprendre à utiliser des logiciels pour comprendre des textes et pour produire des textes. Et donc l'intérêt, l'objectif avec ces logiciels, c'est de permettre à ces personnes, donc ces adolescents qui souffrent de troubles 10, de pouvoir mieux s'insérer dans la vie professionnelle et même la vie sociale? Oui, tout à fait. Puisqu'ils sont intelligents, ils vont pouvoir suivre des formations. À partir du moment où ils sont motivés et qu'ils arrivent à utiliser et apprendre de plus en plus ces logiciels, ils vont pouvoir compenser leurs troubles. Alors c'est à destination d'eux mêmes, mais aussi de leurs parents et de leurs enseignants. Pour pouvoir être accompagnés aussi, voilà, qu'ils ne soient pas tout seuls à pouvoir utiliser les logiciels. C'est ça, les enseignants ont un rôle important à jouer pour numériser les textes et puis comprendre qu'un enfant qui a des troubles 10, il a besoin de se reposer parfois, que ça ne sert à rien de le faire écrire puisqu'il ne peut pas. Et s'il écrit, de toute façon, il ne pourra pas se relire. Donc il faut arrêter d'insister avec le crayon. Il y a d'autres systèmes maintenant, les logiciels de reconnaissance vocale, qui fonctionnent très bien. Alors vous l'expliquiez brièvement, vous êtes financé par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. L'ARS vous finance 31 places pour les PEP 55, mais vous avez plus de places ouvertes. Oui, pour le CESAD, c'est 31 places, effectivement, on accueille à peu près 70 enfants par an, mais ça veut dire que les besoins sont importants, et au niveau de la MDPH, il y a une liste d'attente qui est quand même importante, donc les besoins ne sont pas couverts, autant par notre CESAD que aussi en libéral, où tous les cabinets d'orthophonistes sont aussi très saturés. Donc vous avez des problèmes de financement, vous aimeriez pouvoir accueillir plus d'enfants ou c'est pas forcément possible? Tout à fait, on aimerait bien en accueillir plus. Alors avoir plus d'argent, ça c'est normal, tout le monde en a besoin. Mais aussi on a des problèmes de recrutement puisqu'il faut aussi trouver des professionnels en Meuse qui viennent s'installer et qui veulent travailler en salarial dans nos services. Vous avez des problèmes de recrutement, vous avez du mal à recruter? Alors oui, il faut trouver les bonnes personnes et puis la plupart des étudiants vont faire leurs études en dehors de la Meuse et ne reviennent pas forcément s'installer après leurs études en Meuse. Voilà. Très bien. Bon, on vous remercie Thierry Chanteloup d'être venu sur notre plateau. Merci. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.